À l'origine de la quantition, pourquoi on pourrait se dire pourquoi la quantition? Pourquoi on ne pourrait pas avoir 1,7 électrons ou 0,4 protons au même titre qu'on peut avoir un demi-verre, il suffit de le couper par deux avec un rayon laser, un quart de table, une demi-assiette et ainsi de suite. Pourquoi? Eh bien, pour le savoir, il faut revenir à ce qu'on appelle l'onde quantique, qui pose d'ailleurs des problèmes conceptuels parce que on sait, la plupart des physiciens se sont aujourd'hui mis d'accord pour dire que c'est une onde de probabilité. Et comme ça, voilà, le problème, dit-on, est résolu. En fait, l'onde quantique est ce que j'appelle une onde de substance. Et pour la définir, nous allons distinguer deux grandes catégories d'ondes. D'une part, ce qu'on pourrait appeler l'onde d'agitation, et d'autre part, l'onde de substance. L'onde d'agitation, eh bien, c'est, pour donner des exemples concrets connus, c'est par exemple le son dans l'air. Vous savez que le son, c'est une vibration qui se propage dans l'air, dans ce milieu gazeux, c'est-à-dire vous avez quand le son part et est transmis, ça veut dire que les molécules de gaz en fait ont un petit mouvement et puis cette onde se propage. Autre exemple d'onde d'agitation, c'est les vagues à la surface des flots. Alors, qu'est-ce qui caractérise les ondes d'agitation? Eh bien, c'est que ce sont des mouvements d'ensemble d'un milieu de propagation qui préexiste à l'onde. C'est-à-dire, quand l'onde disparaît, eh bien, le milieu est calme. Il est toujours là, puisqu'il n'est pas lié à cette onde d'agitation. L'onde d'agitation ne fait que lui imprimer un mouvement. L'onde de substance, c'est totalement différent. L'onde de substance, en fait, c'est presque un mystère, c'est en partie un mystère puisqu'elle est, on pourrait presque dire qu'elle est un trait d'union entre la physique et la métaphysique, elle est un peu à cheval entre les deux mondes, et l'onde de substance, c'est une onde qui s'auto-construit, qui s'engendre elle-même, et on pourrait montrer d'ailleurs en physique qu'on arrive à montrer mathématiquement qu'effectivement l'onde quantique s'auto-reproduit elle-même. Juste pour préciser un tout petit peu les choses, on peut le montrer en appliquant ce qu'on appelle le principe de Huygens de l'optique géométrique au cas des ondes quantiques, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Feynman avec ses intégrales de chemin. Je referme la parenthèse, mais donc on peut montrer mathématiquement que l'onde quantique s'auto-reproduit, c'est-à-dire quand on voit où elle en est à un moment, eh bien on est capable de montrer en quoi cette onde, par ses rayonnements, ses sources secondaires de rayonnement, est capable d'engendrer son front d'onde, comme on l'appelle, à l'instant suivant. Alors, l'onde de substance pose un problème, parce que quand elle vient à disparaître, vous vous souvenez, j'avais dit sur l'onde d'agitation que quand elle disparaît, eh bien, comme le milieu de propagation lui préexiste, quand elle s'arrête, eh bien, ce milieu de propagation, que fait-il? Eh bien, il est calme. Il n'y a plus de vagues sur l'eau, il n'y a plus de son dans l'air. Pour l'onde de substance, c'est bien différent, parce que quand elle s'arrête, c'est pas le calme qu'on obtient, c'est carrément le néant. Puisque cette onde est auto-engendrante. C'est elle qui engendre son propre milieu de propagation en quelque sorte, qui donc ne lui préexiste pas. Quand elle disparaît, le milieu de propagation disparaît aussi, et donc il n'y a plus rien, il y a le néant. Et si vous prenez une onde que j'ai nommée W et que vous lui superposez l'onde moins W, eh bien vous obtenez le néant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature, si elle veut rester cohérente, on se souvient de la première loi dont j'ai parlé la fois précédente, la loi de cohérence, on s'aperçoit que si la nature autorisait, qui est fondée donc au niveau quantique sur les ondes de substance, si elle autorisait l'interférence entre l'onde W et l'onde moins W, eh bien, elle partirait de deux objets pour obtenir le néant. Ça, c'est pas tout à fait la recette de la cohérence. Donc, en fait, la nature serait incohérente. Et comment elle va sauver sa cohérence? Eh bien, elle va regrouper les ondes de substance en petits groupes, en petits paquets, en petits ensembles, de telle manière qu'au sein d'un même paquet, on n'aura pas
W et moins W. C'est-à-dire, les ondes au sein d'un même paquet sont suffisamment différentes, on peut dire complémentaires, pour qu'elles ne se mangent pas entre elles. Et cette réunion de ces ondes de substance en petits paquets, donc pour des questions de préserver la cohérence, c'est ce qu'on appelle un paquet d'ondes, et c'est ça qui fait que vont apparaître des particules élémentaires qui sont un ensemble de ces ondes. Donc on comprend la logique de la chose, on comprend que l'onde de substance étant une onde qui crée son propre milieu de propagation, si elle venait à disparaître, on aurait le néant, et donc la nature, pour préserver sa cohérence, doit empêcher ce genre de dérapage, on va dire, et donc est obligée de regrouper les ondes de façon à ce que elles n'interfèrent que dans un club privé. Prenez le paquet d'ondes, finalement c'est comme un club privé, et les ondes individuelles, si je puis dire, n'ont le droit d'interférer par l'interférence que au sein de ce paquet d'ondes. Ce qui fait que même quand dans deux particules différentes on a l'onde W et de l'autre côté l'onde moins W, ça ne va pas faire le néant parce qu'elles n'auront pas la capacité d'interférer entre elles. Voilà. Donc tout ça pour dire, je ne sais pas si j'ai été très clair mais vous pouvez revoir éventuellement. Tout ça pour dire que on commence à rentrer dans la logique des bizarreries quantiques quand on a compris que l'onde qui est à la base du monde quantique, c'est une onde de substance, et que cette onde de substance, à cause du phénomène de l'interférence ondulatoire, une onde en fait ça a deux grandes caractéristiques, c'est d'être étalée dans l'espace-temps, et la deuxième c'est d'interférer. On connaît tous ce que c'est que l'interférence des ondes, c'est les deux petits cailloux que je lance dans l'eau qui font des ondes concentriques, et puis quand les deux cercles concentriques finissent par se se recouper, eh bien on s'aperçoit que les bosses de l'une et plus si elles se rencontrent au moment de bosse, eh bien ça va faire une super bosse, la bosse de l'une s'ajoute à la bosse de l'autre. Si le creux de l'une rencontre le creux, là où le creux de l'une rencontre le creux de l'autre, ça va faire un super creux, et là où la bosse de l'une rencontre le creux de l'autre, eh bien ça va diminuer, ça va s'annihiler, ça va se contredire, et éventuellement on aura le calme plat. Voilà, donc la nature a été obligée d'inventer la quantition, car quand je vous dis qu'elle regroupe des ondes, c'est pour vous dire que c'est quantifié. La quantition c'est ça, je suis obligé de regrouper par petits paquets de façon à ce que je n'ai pas W et moins W dans un seul et même paquet. Je demande aux ondes de n'interférer qu'à l'intérieur d'un paquet. Et pour préserver cette cohérence, toujours c'est une question de cohérence du monde, parce que l'interférence est pleine de dangers à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien je vais interdire à ces groupements, ces clubs fermés, ces clubs d'ondes interférentes, je vais leur interdire de pouvoir se dissocier. Parce que si je commence à pouvoir les dissocier, eh bien je vais va ressurgir le danger d'une interférence incontrôlée qui va faire que la nature sera incohérente. J'espère que j'ai expliqué, mais en tout cas c'est essentiel pour comprendre le monde quantique. Il est fondé sur quelque chose qui s'appelle des ondes de substance. Voilà. Et ces ondes de substance, pour répéter, interfèrent, et s'il n'est pas régulé, le jeu de l'interférence ondulatoire entre ondes de substance est potentiellement une source d'incohérence dans le monde, dans la nature, donc qui doit absolument mettre en place des garde-fous. Et ces garde-fous, eh bien, ça s'appelle la quantition, qui va regrouper ces ondes en petits paquets différents, distincts, qui sont les particules élémentaires. Alors c'est ça que nous dit une certaine lecture du monde quantique. Donc la quantition apparaît comme une protection de la cohérence de la nature, c'est la loi précédente, par rapport au danger que représente l'interférence ondulatoire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant,
c'est que dans certains cas, toujours en raisonnant en termes de ces ondes, quand les ondes se rencontrent, il y a des cas de figure, on le verrait géométriquement parlant, mais peu importe, il y a des cas où l'onde d'un paquet ne peut plus savoir à quel paquet elle appartient. C'est ce qu'on appelle l'indiscernabilité quantique. C'est-à-dire, la quantition marche tant que chacune des ondes de substance d'un club fermé, qui sont les particules élémentaires, sait à quelle particule elle appartient. Il y a des circonstances de proximité, et ainsi de suite, où il n'y a pas de moyen objectif pour une onde de savoir à quel paquet elle appartient. Et ça a des conséquences désastreuses, parce que ça veut dire qu'elle ne sait pas avec quelles ondes elle doit interférer. Puisque si vous vous souvenez, une onde donnée ne va interférer qu'avec son club d'appartenance, qu'avec la particule à laquelle elle appartient, c'est-à-dire aux autres ondes de substances qui sont associées à la même particule. Et donc quand il y a une confusion identitaire, ce qu'on appelle l'indiscernabilité quantique, là la nature est à nouveau en grand danger d'incohérence. Comment va-t-elle résoudre la question? Alors c'est ça la beauté de la nature, c'est-à-dire chaque fois qu'elle est mise au pied du mur, elle va inventer quelque chose, elle va faire d'un obstacle une richesse, une opportunité, et c'est tout simplement extraordinaire. Parce que comment elle va réagir à ce danger? Quand une onde est placée dans des conditions, elle ne peut plus savoir à quel paquet d'ondes elle appartient, eh bien pour empêcher que ça prête à confusion, ou pour empêcher que ça puisse nuire à la cohérence du monde de la matière, elle va inventer tout simplement ce qu'on appelle les bosons et les fermions. Par exemple, les fermions, alors c'est deux catégories de particules élémentaires, les unes qui adorent aller ensemble, elles sont grégaires, et les autres qui adorent la solitude, elles sont chacun chez soi, et Dieu pour tous, et ce sont les fermions. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que les fermions répondent à ce qu'on appelle le principe d'exclusion qui a été énoncé de mémoire en 1927 ou en 1926 peut-être par Wolfgang Pauli, le grand physicien, je ne sais plus s'il était suisse ou autrichien, je crois qu'il n'était pas allemand, mais en tout cas donc Pauli, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel, énonce ce principe ce principe d'exclusion. Pourquoi avait-on besoin de ce principe? Eh bien, pour comprendre l'atome. Vous savez que l'atome, donc il y a le noyau atomique, et puis autour, il y a les électrons qui tournent. Et on se posait la question, le noyau atomique, lui, sa charge électrique est positive, et les électrons sont charge négative, c'est électricité négative. Et donc on se disait, mais ça s'attire, et en tout cas, si on avait au début l'image un peu naïve d'un atome, comme d'un système solaire, au centre le noyau, c'est le Soleil, et puis autour les électrons qui tournent, c'est comme les planètes. Alors évidemment c'était beaucoup trop naïf et simple, mais la science avait besoin de passer par là et d'avoir d'abord cette image. Et donc on s'est aperçu, la question c'était comment se fait-il que les électrons ne finissent pas, parce qu'ils auraient dû, pour la physique, les électrons à force de tourner autour du noyau auraient dû à force tomber sur le noyau et en tout cas tous se rassembler vers des orbites d'énergie plus basse. Et ça ne se produisait pas et on n'arrivait pas, chaque électron restait de son côté et on s'est demandé pourquoi. Et c'est là où on a fait, à l'époque de Pauli, on a énoncé ce principe empirique d'exclusion, c'est-à-dire quand il y avait ça voulait dire que quand il y avait un électron qui était sur une orbitale donnée avec des caractéristiques données, il ne pouvait pas y avoir un deuxième électron qui vienne se coller à côté de lui avec les mêmes caractéristiques. Et ça répond exactement, s'il y avait eu deux électrons qui tournent autour de l'atome exactement dans le même état quantique, sur la même orbite et tout ça, on aboutissait à ce problème de confusion identitaire, c'est-à-dire les ondes
de substance d'un des électrons et les ondes de substance de l'autre électron n'auraient eu aucun moyen de savoir auquel elles appartiennent. Alors que si les électrons sont dans des orbites différentes, eh bien, telle onde qui appartient à telle orbite, c'est bien qu'elle appartient à tel électron et pas à l'autre qui est de l'autre côté et inversement. Voilà, donc en fait c'est ça le fond du problème, on retrouve ça. Mais alors là où c'est important, c'est que la matière, elle, est fermionique, c'est-à-dire elle est soumise au principe d'exclusion. Donc elle est constituée de particules qui sont un peu solitaires. Quand j'occupe ma maison, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre vienne sur mes plates-bandes. Je suis chez moi et je ne vais pas tolérer que quelqu'un d'autre vienne empiéter sur moi. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que ça donne la stabilité du noyau atomique. Parce que quand une orbite, en fait une orbitale est saturée, c'est-à-dire qu'il y a le nombre d'électrons possibles, eh bien, ça y est, on affiche complet, il ne peut pas y en avoir d'autres. Donc si d'autres électrons veulent venir, ils iront sur d'autres orbites. Et ça veut dire que, d'une certaine manière, toute la chimie se déduit de ça. Et ça fait aussi la solidité de la matière. Pourquoi les atomes qui sont faits, on estime que c'est 99% du vide quand même un atome. On peut se dire à 99% du vide, eh bien on va pouvoir en coller, dans un petit volume, en coller un maximum. Ça ne marche pas. Pourquoi? Eh bien toujours parce que les atomes sont faits de particules qui sont des fermions. Et quand il y en a une qui occupe un volume, elle ne tolère pas qu'il y en ait un autre de même nature qui vienne sur ces plates-bandes. Et comme autour des atomes, c'est toujours des électrons et qu'ils sont des fermions, eh bien, ils vont empêcher ce genre de choses. Alors donc la beauté, c'est que face à ce danger de confusion identitaire des ondes de substance, donc la nature a été obligée de distinguer, de faire deux genres de particules, les fermions d'un côté, les bosons de l'autre, qui éliminent ce danger de confusion identitaire. Alors pour les fermions, je reprends, ce sont des particules de matière. Et donc les caractéristiques des fermions, c'est-à-dire le fait qu'ils ne veulent pas coexister, ce sont des mauvais coucheurs, ils ne veulent pas coexister avec des particules qui sont comme les leurs, qui créeraient cette confusion identitaire, eh bien donc ils restent éloignés les uns des autres et ça va permettre de donner à la matière sa solidité. On ne peut pas la compresser facilement, les atomes et tout ça, c'est pas une force qui est en présence, c'est juste la nature fermionique de la matière. Alors par contre, les bosons, eux, sont des particules, non pas de matière, mais d'interaction. Ce sont les médiateurs ou les vecteurs des interactions fondamentales, au sens de la théorie quantique des champs. Par exemple, je vais donner un exemple, le photon transporte l'interaction électromagnétique. La force électromagnétique est liée au photon. Et on sait maintenant depuis Maxwell en fait que la lumière appartient au champ électromagnétique. Voilà. Et donc c'est bien fait parce que le fait que les bosons n'aient aucun problème à coexister, eh bien ça fait que les forces, ça veut dire qu'il peut y avoir un photon, mais il peut y en avoir 3 milliards dans le même petit espace. Et donc ça veut dire que les forces, les interactions fondamentales de la nature peuvent avoir une intensité variable, toujours multiple évidemment du quantum de base, puisque c'est des multiples de photons, des photons virtuels en fait en l'occurrence, mais la nature bosonique, le fait que ce soit des bosons, fait que la force qui s'exerce dans la nature peuvent être soit moins intense, soit beaucoup plus intense, avec une variation, parce que, par exemple, si vous avez très peu de photons, de même que très peu de photons, ça fera une petite lumière, et beaucoup de photons, ça fera une lumière aveuglante, et Dieu sait que je suis bien placé, je plaisante un peu. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que la nature a construit à partir de ce danger potentiel deux types de particules qui lui sont utiles à deux titres différents. En fait, si on voulait résumer, on dirait que
les fermions, c'est un petit peu comme les briques élémentaires de la matière, et les bosons, quelque part, c'est un peu comme le ciment qui va permettre de construire quelque chose avec elles. Puisque tout ce qui est force répulsive, force attractive, les différentes forces fondamentales, c'est une question de boson. Et par exemple, je vais donner un exemple tout de suite, quand on pense au noyau atomique, le noyau atomique, il est fait avec un certain nombre de protons. Je vous ai dit que les électrons, comme il y a un équilibre électromagnétique global de l'atome, sauf quand il est sous forme ionique, évidemment, là il est déséquilibré, mais en temps normal il est équilibré, ce qui veut dire qu'au niveau des charges électriques, les charges positives du noyau sont équilibrées par les charges négatives des électrons autour. Donc, dites-moi combien il y a de charges positives dans le noyau d'un atome et je vous dirai combien d'électrons vont tourner autour. Et donc, ça veut dire que le noyau atomique ne contient que des charges positives, les protons. Et s'il n'y avait pas une interaction, donc c'est répulsif, puisque vous prenez des charges de même type électromagnétique, ça ne veut pas aller ensemble. Et donc s'il n'y avait pas les forces, notamment ce qu'on appelle la force nucléaire forte, dont le rayon d'action c'est à peu près la distance, la taille du noyau atomique, eh bien les protons jamais ils ne resteraient ensemble. Et si les protons, à cause de la répulsion électromagnétique, ne restaient pas ensemble, eh bien à part l'atome d'hydrogène, on n'aurait pas beaucoup d'atomes. L'atome d'hydrogène ça va parce qu'il y a un seul proton. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les interactions fondamentales, on peut remercier les bosons, c'est grâce à eux que la cohésion du monde existe. Voilà pour ce petit éclairage, on va dire, proprement quantique.